la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ce soir avec Guy Malandin, le maire de Trappes. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Guy Malandin, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors bonsoir vous êtes né aux auditeurs. Bonsoir, vous êtes né le 1er juin 1937, vous avez donc 78 ans, vous vous êtes engagé au sein du Parti Socialiste dans les années 70, vous avez été conseiller municipal d'Auffargis, conseiller régional, maire adjoint d'Elancourt, maire adjoint de Trappes, député de la 11e circonscription et depuis 2001 vous êtes maire de Trappes mais également, et ça en découle, conseiller communautaire à 50 ans en Yvelines. Ensemble nous évoquerons justement les conséquences de l'élargissement de Saint-Quentin et l'actualité de votre commune, mais on commence avec le Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Le Money Time, une série de questions-réponses rapides pour apprendre, pour connaître votre point de vue sur l'actualité. La politique menée par le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, est-elle de gauche ou de droite selon vous ? On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur le sujet. Moi, je pense que la façon de faire est une façon maladroite, déjà. Hein, pas de droite, mais maladroite. Non, mais je continue. Et ça veut dire que l'idée comme ça, d'avoir forcément raison, surtout, n'est pas adaptée à une époque extrêmement compliquée. Ce qui est de gauche et ce qui est de droite, pour moi, se différencie de la manière suivante. Ayant dit au préalable que nous ne pouvons pas non plus être dans le conservatisme et supposer que l'économie elle est la même que ce qu'il y a 30 ans, qu'il y a 50 ans. Tout change, on est dans la mondialisation. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, c'est un fait, il faut en tenir compte. Et donc ce qui est de gauche et qui est de droite, ce qui est de gauche, à mon avis, c'est chaque décision qui est prise doit être au service du plus grand nombre, des plus défavorisés en particulier, mais du plus grand nombre. Et c'est là qu'est la bonne réponse. Car si on est loin d'un peuple, on ne peut pas faire évoluer un pays. Ce qui est de droite, c'est je suis dans les calculs, je joue, entre guillemets, simplement à l'économie pour l'économie. Non, l'économie n'a de sens que si elle est humaine. C'est le cas du ministre de l'économie. Ça n'a aucune importance de savoir où il est. À mon avis... il est entre les deux. Il faudrait qu'il écoute un peu, si je peux me permettre de donner ce conseil. Je veux dire, à mon âge, je peux me permettre de dire un certain nombre de choses. La vie est plus compliquée qu'il n'y paraît et personne ne peut faire le malin. Selon un sondage Odoxa, une majorité de Français, 54% exactement, serait favorable à l'augmentation du prix du paquet de cigarettes à 10 €. Est-ce pour vous un moyen efficace de lutter contre le tabagisme ? Non. Moi, je ne suis pas pour que le tabac soit gratuit. Il faut que ça compte quand on va l'acheter, puisqu'on s'auto-détruit. Mais en même temps, quand on est piégé dans le tabac, je parle d'une donnée excessive, etc., c'est que dans sa propre vie, il y a des carrefours qui ont été mal négociés, voire qui ont été accidentogènes, et que finalement c'est une recherche de compensation. D'autres ont l'alcool, d'autres ont la drogue aussi parfois, et donc il faut pas crier malheur, mais en même temps, il faut faire attention qu'on n'est pas accro à quelque chose sans avoir vécu des moments difficiles, à mon avis. Le salon du tourisme s'est achevé aujourd'hui à la porte de Versailles à Paris. Quel vacancier êtes-vous, Guy Malandin ? Est-ce que vous êtes à la recherche de nouveautés ou alors est-ce que vous aimez bien avoir vos habitudes ? Alors, j'ai beaucoup voyagé, hein, je dois le dire. Maintenant, je suis plutôt dans la tranquillité. Je passe des vacances tout à fait paisibles avec mon épouse, dans le secteur de la Bretagne, sud, par là-bas. Pas toujours au même endroit, mais tranquille, avec trois passions, je vais dire, nager, lire et écouter de la musique.
Encore deux questions. 56% des Français se disent intéressés par l'Euro 2016 selon un sondage. Quelle est votre opinion à vous à propos de l'équipe de France? Êtes-vous encore un fan malgré les scandales à répétition qui ne s'arrêtent jamais pour cette équipe? Non, non, j'ai jamais été fan de tout ça, mais en même temps, je trouve que on est entré dans des sports professionnels qui sont trop proches ou trop mouvements d'argent plutôt que de dépassement de soi, de jeu d'équipe, de fraternité, de chercher à gagner, etc. Et donc, le modèle n'est pas bon, à mon avis. Je suis exigeant en disant ça. Le modèle n'est pas bon quand on voit les prix qui sont négociés pour changer quelqu'un d'un club. Non, vous ne vous reconnaissez pas là-dedans? Non, c'est pas sérieux. Et je me reconnais davantage dans tous les garçons et toutes les filles qui font du sport amateur, ici et dans d'autres villes, bien entendu, et qui font ça pour la passion, pour uniquement. la passion, pour jouer avec des copains, et pour gagner aussi, pourquoi pas. Oui, pour gagner. Quand on est quelque part, il faut avoir un tempérament de gagnant. Mais là, c'est de sombre histoire d'argent. C'est trop pour vous. C'est pas ça le sport, quoi. C'est tout. Enfin, une dernière question. Le journal Le Parisien a recensé récemment les surnoms de quelques 150 communes d'Île-de-France. Savez-vous quel est le blaze, c'est-à-dire le nom de votre commune à vous? Non, pas du tout. Chez les jeunes. Enfin, moi, je connais Trappes-en-Yvelines, c'est déjà pas mal. Oui, Trappes-en-Yvelines, et on peut aussi dire Peutras pour le verlan de Trappes. Voilà, Peutras. Ah, d'accord. Okay. Alors, quelques autres exemples pour plaisir, c'est Zizir. Pour Guyancourt, c'est 78 DHZ. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et pour Elancourt, c'est Elanhoud. Alors voilà, vous avez appris quelque chose. Ah, voilà, merci d'être venu. Et on passe à la politique. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Premier thème de cet hebdo politique, on va parler de vous, de l'actualité de votre commune, mais d'abord vous. Vous êtes maire de Trappes depuis 2001. Auparavant, vous avez occupé, je l'ai dit, différents mandats à Elancourt, au Fargis. Vous avez pas mal bougé dans le département. Comment vous êtes arrivé ici à Trappes en 2001? C'est une affaire de vie courante ou une affaire politique? Non, c'est une affaire politique. Trappes a été dans la circonscription dont j'étais député à partir de 1981. Voilà, donc j'ai été conseiller général du canton de Rambouillet. Enfin, on ne va pas faire la liste de toutes ces charges que j'ai tenté d'assumer. Et puis je suis venu à Elancourt en 83 à la demande des amis d'Elancourt. Supposant dans leur esprit, moi je ne sais pas, enfin je regrette pas en tout cas d'avoir répondu oui à leur appel, que étant député de la circonscription, peut-être il était bien que je sois présent avec eux, comme ami, comme partenaire et comme acteur aussi au sein de l'agglomération nouvelle. Donc j'ai fait deux mandats à Elancourt, et puis je veux dire les camarades, on peut employer ce terme, les camarades socialistes de Trappes m'ont dit voilà, il y a Alain Danet à Elancourt, il est maire, tu pourrais le laisser continuer, puis venir avec nous à Trappes où on a besoin d'aide, et donc je suis venu. Alors franchement, je n'ai jamais regretté, j'ai fait de mon mieux où j'étais, mais ici, c'est beaucoup de travail, c'est une passion et c'est un énorme bonheur que je n'ai jamais connu ailleurs en raison d'une chose tout simple, la gentillesse et l'esprit fraternel, l'esprit tolérant de la population à 98-99%. C'est ce que j'allais vous demander justement, ça fait maintenant 15 ans que vous êtes ici. Est-ce que vous diriez qu'être maire de Trappes, c'est quelque chose de particulier, une responsabilité particulière? On connaît la ville pour ses mauvais côtés, pour ses bons côtés aussi, avec tous ces jeunes qui sortent, qui sont des stars maintenant internationales. Oui, tout à fait. Et puis tous les autres, c'est un rôle particulier d'être maire de Trappes? C'est vraiment dans tous les mandats que vous citiez tout à l'heure et que je ne vais pas reciter à nouveau. Voilà, je suis élu depuis 1976, on est en 2016, ça fait 40 ans, et c'est normal que j'ai exercé plusieurs mandats. Il y a quelque chose de plus ici, un travail difficile, voilà, mais qui s'inscrit dans des relations humaines qu'on ne voit pas de l'extérieur, parce qu'on voit que les trucs qui vont pas, etc. Dans les médias, partout, il y a des choses qui vont pas. Mais
Je donne un exemple tout simple, humain. Quand pendant 2 semaines, j'ai pas pu aller faire un saut au marché parce qu'il y a des rendez-vous, etc., un commerçant sur 2 me dit « ça fait longtemps qu'on vous a vu, vous avez pas été, il vous est rien arrivé ». Enfin, vous voyez, cette relation, et puis... il y a un côté humain qu'il n'y a pas dans d'autres communes. Vous n'imaginez pas, je dis ça tout à fait tranquillement. Comme je dis souvent, à mon âge, on a passé tous les morceaux de violon et les félicitations, ça m'intéresse pas. Mais bon, quand je peux vous emmener dans la rue Jean Jaurès, vous verrez le nombre de poignées de main que je serre. Et comme ça, c'est humain, c'est direct, voilà. Et ça, c'est un grand bonheur. Après 15 ans, qu'est-ce qui vous motive encore à vous lever tous les matins pour vous battre pour les habitants? Qu'est-ce qui vous anime? D'abord, on pourrait se dire qu'à votre âge, 78 ans, vous êtes fatigué, voilà, vous voulez passer la main, et non, vous êtes là, toujours là. Qu'est-ce qui... je suis toujours là parce que je ne suis pas encore là, si je puis dire. D'abord, cette passion dont je viens de parler, pour moi, c'est... Pour moi, la relation humaine, vraiment, ça a toujours été, mais c'est de pire en pire. La relation humaine, pour moi, est primordiale. Deuxièmement, moi, je me suis engagé vis-à-vis des habitants, mais aussi vis-à-vis de moi, dans un pari que j'ai cru à un moment perdre, qui est en train de se gagner, prétention peut-être de ma part, qui est de faire de cette ville... pour la dignité de ses habitants et pour le respect qu'on leur doit, une ville comme les autres sur le plan de la vie sociale, de la vie économique, de l'urbanisme, etc. Et donc, nous avons encore je compte entre 5, 6, 7 ans alors je ne sais pas si je me représenterai, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais on a encore entre 5 à 7 ans dans le 2e contrat de rénovation urbaine pour terminer complètement tout le travail qui a été fait, qu'on peut constater. Après, on apprécie pas, ça c'est autre chose. Mais on ne peut pas dire que Trappes d'aujourd'hui, c'est pareil que Trappes d'il y a 15 ans. Vous avez dit, vous ne savez pas si vous allez vous représenter. C'est possible en 2020 Ça dépend. Chez moi, on meurt très vieux, c'est embêtant. Il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour vous pour faire la politique, selon vous, parce que c'est un débat d'âge. qui revient souvent sur la scène, dans l'actualité, on en parlait, c'est un débat qui revient souvent, ça, c'est aussi ce qu'on dit, si les Français se détournent de la politique, c'est un manque de renouvellement parfois des hommes politiques, des visages. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Pour moi, il y a deux situations. Il y a la situation personnelle. Peut-être que demain, ça sera terminé pour moi. J'en sais rien. Personne ne sait quand il va quitter ce pauvre monde. Et donc, ça peut dépendre de ma santé. Ça peut dépendre aussi des circonstances. Et puis, les juges, c'est les habitants. Demande également ? Comment ? Si vous sentez aussi les habitants qui vous en parlent, qui vous demandent, ça peut faire partie du... Franchement... c'est l'inverse plutôt ? On me dit surtout ne quittez pas, c'est ce qu'ils me disent. Franchement, j'ai dit ça. Sauf que il faut que ça se fasse, bien entendu. Mais c'est pas le sujet... Franchement, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et s'il y avait à juger, c'est eux qui jugeront. Pendant les élections ? Avec une élection, après ils peuvent dire... il faut qu'il rentre chez lui, je vote pas pour lui, tac. C'est qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas clairement à votre succession, vous ne formez pas quelqu'un au sein du conseil municipal. Il y a dans l'équipe... Non, je désigne pas de dauphin. Ça, c'est vraiment contraire à ma pensée républicaine. Mais en même temps, dans l'équipe, il y a suffisamment de gens en capacité de faire le boulot pour que je sois tranquille tous les jours. Ce sera une question d'alchimie le moment venu, finalement, si vous vous en sentez encore capable. Entre eux. D'accord. Oui, ils s'arrangent entre eux, ils sont grands. Parlons maintenant de votre commune et du départ de Benoît Hamon du conseil municipal. Cela fait suite à son élection à la région. Il ne pouvait pas cumuler avec son poste de député. C'est une perte importante pour vous. Est-ce que vous regrettez ce départ ? Est-ce que vous comprenez le choix de Benoît Hamon ? Bien, on en a parlé tous les deux. Je pense que dans la circonstance actuelle, Benoît qui est un ami, sinon il ne serait pas là, c'est évident. Dans la circonstance actuelle, dit de façon brutale, il est plus utile à Trappes et à l'agglomération, à la région, qu'il ne le serait en tant que conseiller municipal, dans la mesure où la loi oblige à choisir. C'est-à-dire que c'est une voie pour l'agglomération et pour Trappes dans des sphères, on va dire, supérieures. Oui, voilà, quand la question s'est posée, j'ai pas hésité. J'ai dit, Benoît, tu seras plus utile au sens noble du terme, dans une fonction élective, ça va de soi.
à la région, surtout qu'on est minoritaire maintenant. Je parle de la famille politique, cette grande famille de gauche un peu complexe. Non, c'est un choix qu'on a fait d'un commun accord et que je crois positif. Vous êtes en contact du coup encore avec lui? Est-ce qu'il s'intéresse aux affaires de Trappes encore? Il vous appelle? Oui, bien sûr. Quelles sont vos relations avec lui? Vous disiez c'est un ami, clairement? Pour moi, c'est un ami. Un ami politique ou un ami également dans la vie intime? C'est un même ami. si vous allez dire ça ne regarde pas peut-être. C'est un ami, on partage 95% du chemin politique, puis 5% où on a chacun notre personnalité. Voilà, mais c'est un ami. Moi, j'ai des amis qui on dit souvent, on se dit souvent, parce que c'est ma manière de dire, on ne met pas les mêmes bulletins dans l'urne, mais ça n'empêche pas qu'on se respecte, qu'on s'estime et qu'on est amis, quoi. Et puis quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Là, pour le coup, vous mettez souvent le même bulletin, là. Oui, là, c'est pas le cas, mais c'est pour dire que je ne veux pas enfermer l'estime et l'amitié dans l'appartenance à une organisation politique. Ça serait des histoires de clans affreux, non, c'est pas mon genre. Un autre sujet maintenant, le vote récemment du budget 2016, environ 66 millions d'euros, fonctionnement et investissement confondus. On connaît la problématique pour les communes de boucler leur budget aujourd'hui, depuis maintenant même des années, à cause de la baisse des dotations. Comment vous faites-vous pour gérer cela à Trappes? Où est-ce que vous faites les efforts? C'est des économies sur le personnel, dans les services, hausse des impôts? Comment vous bouclez votre budget? Alors, d'abord, juste rappeler une histoire. Moi, j'ai eu la responsabilité de cette ville avec un déficit de l'ordre de 26 millions d'euros. Voilà. Et donc, on a toute l'équipe redressé la situation et on est dans une situation où tous les ans on a un reste non utilisé de l'ordre de 2 à 3 millions. Ça peut paraître peu, mais c'est positif. Voilà. Et bien sûr, je dis souvent, les entrepreneurs les 2-3 le savent. millions d'euros, ça vient des investissements, ça vient du fonctionnement où on ne consomme pas, ce qui était prévu au budget primitif qu'on vote en décembre pour l'année d'après. Le deuxième élément que je peux vous répondre, c'est qu'on a une organisation très stricte, suivie. Moi, je considère qu'une ville, c'est une entreprise qui use de l'argent public et donc qui doit être gérée avec une très très grande rigueur, une très grande attention, avec des objectifs. Un stylo, c'est un stylo. C'est ça que vous voulez dire? Oui, 1 euro, c'est 1 euro, on peut dire. C'est ça. Donc on a une gestion avec un monsieur qui est contrôleur de gestion ici, etc., extrêmement rigoureuse et donc on fait très attention. Et puis on a défini des priorités. Les priorités, c'est l'enfance-jeunesse, et tout tourne autour de ça. Autrement dit, quand il y a des choix à faire, et ça arrive qu'on ait des choix à faire, c'est pas sur ces sujets-là qu'on le fait. La preuve en est, c'est l'augmentation importante qu'on a pour l'éducation. C'est sur lesquels alors? Quel sujet? Alors on fait sur. J'ai pas fait de cérémonie de vœux. On a divisé par 2 l'argent consacré, je donne des exemples comme ça, l'argent consacré à la fête de Trappes. On a des organisations de travail différentes, on a des appels d'offres qui en ce moment sont très fructueux par rapport à ce qui était prévu, donc une très grande attention, une très grande rigueur. Et puis j'ajoute, parce que c'est vrai, qu'un grand nombre de communes ont été touchées par les différentes subventions venant des autres collectivités et de l'État. La baisse des dotations. Voilà, la baisse des dotations. Nous, on a perdu entre 2014 et 2015 moins de 1 million d'euros. Donc c'est tenable pour vous? Je n'ai pas à me plaindre, parce que je dis la vérité, parce que les dotations sociales, les dotations dues à la situation, dotations dues à la situation socio-économique des habitants, on est quand même la 70e ville en situation de pauvreté de France. On était à 50, on n'est pas à 70, donc les choses évoluent, et tant mieux pour les gens, tant mieux pour la ville. Et donc les dotations sociales ont
dotation de solidarité urbaine et dotation de la région Île-de-France, qui est une dotation d'État, contrairement à ce qui est dit, ont compensé la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Tout ça est un peu compliqué. Disons que les recettes de l'État, pour nous, c'est moins de 1 million de différence d'une année sur l'autre. Qu'est-ce que vous répondez aux maires qui se plaignent de, chez eux, avoir un budget sain, un budget équilibré, d'être dans une situation confortable et de devoir donner aux villes peut-être plus endettées, plus pauvres comme la vôtre, comme la Verrière, et qui disent il y en a marre concrètement de ce système de péréquation. Beaucoup de maires disent ça dans cette émission même. Juste quelques mots, ils ont le droit de réagir comme ça. Chacun a sa pleine liberté. Premièrement, moi je considère qu'on vit en République et dans République il y a fraternité. Et donc si ma position n'a pas un moment de solidarité, il y a quelque chose qui ne va pas. Le deuxième réponse que je peux faire, c'est les situations que j'appelle socio-économiques des villes. C'est pas une invention, c'est une réalité. Et donc ça m'arrive de dire à des gens qui j'allais dire, ils sont un peu brutaux par rapport à ça. Je dis mais voilà, vous m'accompagnez pendant 2 mois, puis on en reparlera après. Et quand on a mesuré à la fois tout ce que je disais tout à l'heure, la solidarité, la gentillesse, etc., mais aussi les difficultés et la misère qu'il y a dans notre ville, et pas seulement dans notre ville, on a une autre analyse de la situation. Le troisième élément, c'est que dans une contrainte, on en parlera peut-être après, moi je ne sais pas, c'est vous qui savez, mais dans une contrainte économique qui est d'ordre national, qui est pas d'ordre comme ça inventé. Ça fait 15 années que la France, petit à petit, descend des marches plutôt que de les monter. Chacun doit y participer, et ça concerne les choix que l'on fait. Si vous regardez le budget de la ville, il est le même depuis 4 ans. Voilà. Abordons un dernier sujet local, l'autoroute A12, un sujet d'importance pour vous, je le sais. C'est un vieux projet, le prolongement de l'autoroute A12, qui doit permettre de désengorger la nationale 10. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire concrètement que ce projet, ce prolongement de l'autoroute A12, il est complètement enterré ? Où en est la situation, s'il clairement ? était enterré au plan écologique, ça serait bien. Mais enfin, c'est pas ce sens-là que vous donnez. Oui. Écoutez, moi, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas assumer des responsabilités, quel que soit le niveau, sans avoir un regard d'ensemble qui s'appelle l'aménagement du territoire. Et donc, une première réflexion, pendant des années, sous la consigne de gens comme M. Delouvrier, le général de Gaulle, etc., on a mené une politique d'aménagement du territoire. Tout notre réseau autoroutier, le TGV, etc., le développement de l'aéronautique, le nucléaire et tout, il y avait, on est d'accord ou pas d'accord, mais il y avait une vraie dynamique de territoire. Et puis tout d'un coup, et dans cette dynamique de territoire, on a déconcentré la région Île-de-France, créé des villes nouvelles et tout bien. Et puis depuis plusieurs dizaines d'années, quoi. Moi, je ne veux pas mettre ça avec des noms derrière parce qu'on fait des querelles, mais ce n'est pas ça le fond du problème. C'est qu'on a abandonné l'aménagement du territoire en France. Dès que vous voulez faire quelque chose, il y a des manifestations, il y a des grandes aventures, on se sert de l'écologie à l'envers, parce que l'écologie, quand on passe 80 000 véhicules jour au milieu d'une commune, le respect... Là, vous parlez de la Nationale 10. De la Nationale 10, on peut parler d'écologie, excusez-moi. Moi, je parle d'attaque à la santé de mes concitoyens, c'est autre chose. Et donc, on a abandonné les grands éléments structurants de l'aménagement du territoire, tel est mon avis. Et donc, moi, je ne conçois pas que l'on puisse continuer à avoir un développement social, un développement économique, une vraie dynamique au-delà du tralala, dans la réalité des choses, et pour les années qui viennent, sans reprendre en main la restructuration de l'agglomération et de cette partie de l'Île-de-France. C'est le prolongement de la ligne C du RER dont on parle depuis des années, c'est le prolongement de l'autoroute A12. Tout le monde sait, toutes les études montrent que
en 2030, c'est complètement bloqué. Déjà aujourd'hui, la nationale ici commence à être complètement en stationnement en attendant de passer les feux à partir de 16 heures. Il y a 5 ans, c'était 18 heures. Aujourd'hui, on en est à 16 heures. Et donc, renoncer à des équipements structurants de cette nature, je pourrais parler d'autres, la R12 qui bute sur un... Du coup, cet équipement va-t-il voir le jour? C'était ma question. Est-ce que vous voilà. pensez? Ou alors, oui, il n'est pas inscrit dans le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France. Est-ce que ça veut dire que... C'est une irresponsabilité d'avoir enlevé les éléments structurants. Mais voilà. Vous y croyez encore, en tout cas? Ah ben moi, vous avez des recours encore, le moyen de peser dans ce... Oui, mais j'y crois. Je crois toujours qu'à un moment donné, l'évidence, c'est une évidence. Voilà, la responsabilité s'impose et qu'on commence... Là, je suis en train de me bagarrer, c'est peut-être trop long, mais je suis en train de me battre pour que dans le plan local d'urbanisme intercommunal, le passage qui appartient à l'État de l'autoroute A12 soit posé inconstructible, de façon à ce qu'on préserve l'avenir. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, parce que là, l'idée, et c'est pour ça que nous, on n'a pas voté le PLU, l'idée, c'est de bâtir là. Et c'est irresponsable. Et j'entends dire, c'est pas forcément idiot de réserver l'avenir, de prévoir. Vous êtes soutenu à l'agglomération là-dessus? Est-ce que Michel Laugier vous soutient j'attends qu'il me le dise. Projet? J'attends qu'il me le dise et j'ose espérer qu'il partagera ça. On ne peut pas faire maintenant, mais gardons la possibilité pour plus tard. La possibilité de le faire. C'est comme si on disait, la ligne C du RER, elle s'arrête à la gare Saint-Quentin-Montigny. Et puis, non, on sait bien que tout le monde vient garer ses voitures pour prendre... Non, il faut la prolonger au moins jusqu'à la sortie de la nouvelle agglomération, c'est-à-dire Cognères. Il faut peut-être aller même jusqu'à Rambouillet. Donc c'est ces idées-là. Ces idées d'aménagement du futur, pas forcément qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je dois faire dans 10 ans, 15 ans. Guy Malandin, on fait une pause et puis on se retrouve dans quelques minutes pour parler de l'agglomération de Saint-Quentin et d'actualité nationale. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Guy Malandin, le maire socialiste de Trappes, également conseiller communautaire de Saint-Quentin en Yvelines, Sky, je sais pas comment on dit, Sky, qui s'est élargi, Saint-Quentin en Yvelines, qui s'est élargi le 1er janvier à 5 nouvelles communes. Résultat, l'agglomération est désormais composée de 12 villes, 227 000 habitants. Problème, les tensions n'ont jamais été aussi vives entre l'opposition de gauche et la majorité actuelle. En cause, la gouvernance. Vous dites, vous, les maires de gauche, les élus de gauche, que vous êtes exclus aujourd'hui de cette gouvernance. Vous avez 0 vice-présidence et vous dites même que les habitants de ces communes sont aujourd'hui exclus du futur de l'agglomération. C'est ce que vous dites, ce que vous affirmez aussi ce soir? J'ai dit ça à la mise en place. Quand je dis vous, c'est vous personnellement, puis les élus de gauche plus généralement. Oui, une communauté d'agglomération, c'est le rassemblement de X communes. Bon, on a une histoire à 7, on est en train de mettre en place, on doit mettre en place une histoire à 12. Et d'ailleurs, dans ceux qui sont entrés, il y en a qui étaient déjà dans Saint-Quentin et qui en sont sortis en 84. Bon, et donc une communauté d'agglomération, c'est pas un ring de bataille, gauche-droite, milieu extrême, tu y étais avant, moi j'y suis maintenant, etc. Bon. Et donc nous constatons simplement que le bloc de droite majoritaire, c'est le résultat du suffrage universel. Ok, bon, il y a 8 villes à droite et 4 à gauche. Fait comme si les 4 communes n'existaient pas. Il a fallu se bagarrer pour être au bureau. Il n'y a pas de vice-présidence. Or, on a 3 mandats derrière nous où les vice-présidences étaient partagées, des vraies vice-présidences. Le président actuel était chargé des transports. Les transports, c'est pas une rigolade, quoi. Monsieur Laugier était chargé des transports dans le mandat précédent. Et tout d'un coup, vous comptez pas. On a eu X réunions. Il y a même des réunions. C'était inacceptable au plan humain, au plan des comportements.
Ouais, c'était des remarques, C'était des manques de l'impolitesse. Voilà, c'était. On est majoritaire, on fait ce qu'on veut, allez vous faire voir, quoi. Grossièrement. Voilà, en expression brutale, oui, on verra plus tard. Alors, on verra plus tard, c'est comme à l'école, quoi. Si t'es sage, t'auras quelque chose. Si t'es pas... Bon, c'est pas comme ça qu'on construit un futur. Or, nous sommes dans une situation difficile parce que, on va dire, les communes entrantes ont des traditions, ont des histoires, ont des situations financières, des niveaux de responsabilité partagés entre les communes et les communautés, etc. Il faut mettre tout ça d'un commun accord. Voilà. Autrement dit, il faut arrêter, voilà notre point de vue, il faut arrêter ces querelles revanchardes et partisanes dont on sait très bien d'où elles viennent. Michel Augier lui dit qu'il vous a proposé des choses, peut-être même des vice-présidents, c'est que vous avez mis du temps à répondre, que vous avez peut-être aussi, alors excusez-moi l'expression, mais pinaillé sur d'autres sujets, que vous n'avez pas joué le jeu non plus. Est-ce que c'est aussi de la faute quelque part des élus de gauche, ou alors tout est noir et tout est blanc? Quelqu'un qui est chargé d'organiser, ce qui est un travail compliqué, hein, quelqu'un qui est chargé d'organiser la coopération entre 12 communes. Il dit pas, oui, toi tu vas être président maintenant, toi tu vas pas l'être, tu le seras peut-être l'année prochaine, etc. C'est-à-dire qu'on vous a proposé des vice-présidents? Non, jamais. Pas du tout. Pas du tout. On dit on verra plus tard. Non, on ne voit rien plus tard. On n'est pas des enfants, c'est pas l'école ici. Hein. C'est une communauté d'agglos. Donc voilà une situation difficile. Et puis on a appris. En plus, on a eu un exemple. Vraiment, je ne suis pas content. Tout le monde le sait. Il n'y a pas que moi, mais moi je ne suis pas content non plus. On a eu un exemple avec la mise en place voilà, où les amis disaient exclu. Moi, j'ai refusé de présider dans du conseil, la mise en place du conseil communautaire. Oui, c'était au mois de janvier. Oui, au mois de janvier. Eh bien, nous avons appris ce matin que le recours que nous avons fait a été accepté par le tribunal administratif. Vous avez fait un recours sur la mise en place du... Oui, les élections du président, voilà, des vice-présidences, etc. Et donc ça a été accepté par le tribunal. Oui, voilà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va devoir ça réélire veut le dire président. qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus de président, de vice-président à la communauté d'agglomération. C'est officiel. Il faut recommencer. Eux aussi peuvent faire un recours derrière et annuler... Ils peuvent faire un recours, mais leur recours ne sera pas suspensif. Hein, Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de président de l'agglomération. Voilà, il y a plus et ça veut dire quand même que c'est quand même rare, hein, c'est quand même exceptionnel, rare et grave, et donc c'est bien la démonstration extérieure et pas seulement, oui, on ne s'est pas d'accord sur tel point, pas d'accord sur tel point, non, c'est quand même la démonstration d'un comportement, et qui va jusqu'à l'illégalité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, clairement, du fait de ces querelles, il n'y a plus d'agglomération concrètement. En tout cas, il y a une agglomération, oui. Enfin, il y a une agglomération, elle existe. Mais il n'y a plus de président et de vice-président. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir quand même, pour cette agglomération? Est-ce que toutes ces histoires, c'est finalement provisoire de passage? Ou alors vous dites, là, c'est quand même mal parti cette affaire C'est l'occasion d'apporter une réponse, ou bien mécontent de cet événement, je comprends qu'il ne soit pas content, voilà. Mais jugeant de la gravité de ces illégalités et du côté inadmissible du comportement vis-à-vis des 4 communes, les 4 communes, si elles sont à gauche, c'est parce que les habitants l'ont choisi, c'est le suffrage universel. Moi, je ne mets pas en cause le fait que M. X ou M. Y soit maire de telle commune, c'est les électeurs qui ont choisi. Et donc, on peut profiter... Enfin, la majorité peut profiter de ça pour dire, bon, on a dérapé, on a fait du hors-piste, on rentre sur les pistes et on travaille ensemble, ou elle peut profiter de ça pour continuer à rouler des mécaniques en disant, maintenant on est les chefs, vous vous taisez, puis vous faites ce qu'on vous dit. On verra bien. Justement, vous dites que vous, pour apaiser tout ça et pour repartir de zéro, il suffirait simplement de vous proposer des vice-présidences et on pourrait repartir sur de bonnes bases. Dans une construction normale qui fait qu'il n'y a pas 4 communes qui sont là au bout de la table et puis qui regardent ce qui se passe. L'hebdo politique. Guy Melandin, je voudrais maintenant vous entendre sur de l'actualité nationale, avoir votre regard à vous, qui avez un passé quand même en politique, des années derrière vous. Votre parti, le Parti socialiste, se déchire sur de nombreux sujets. Commençons par une question simple.
Alors, je vous ai plus ou moins entendu tout à l'heure sur Emmanuel Macron, mais est-ce que ce gouvernement élu socialiste est-il encore de gauche selon vous? Il y a des ténors de votre parti qui en doutent. Pour ne citer que Martine Aubry, quel est votre point de vue à vous? Est-ce que vous êtes aujourd'hui déçu de ce qui se passe, de ce qui se fait, et vous avez un peu l'impression d'être lésé pour les personnes pour lesquelles vous avez probablement voté en 2012? Oui, on peut parler de ça parce que je ne veux pas renvoyer votre question. Moi, ce qui me paraît fondamental, c'est pas les querelles de courant. Je les ai connues suffisamment. Hein. Moi, j'ai commencé au Parti socialiste, au CRS à l'époque. On n'était pas tout à fait d'accord avec d'autres courants de pensée. Sauf que, à mon souvenir, mais je peux me tromper, il y avait moins de jeux individuels que ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Quand on est membre d'un parti, on s'exprime à l'intérieur du parti pour dire son accord, son désaccord, ses choix. On ne fait pas de tribune dans le monde. On n'en fait pas un plat quotidien pour se montrer devant les médias. Enfin, voilà, c'est mon choix. Quelle est la problématique? À mon avis, elle est sur deux chemins. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Hein. Ce n'est pas forcément scientifique. Le premier, c'est que on ne discerne pas, dans une difficulté nationale et internationale évidente que personne ne peut nier, qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, on ne distingue pas quelle est la direction, quel est le chemin, quelle est la compréhension, et autrement dit, comment les citoyens en grand nombre, d'accord ou pas d'accord, mais peuvent adhérer en disant « oui, je ne suis pas d'accord, mais on sait où ça va ». Là, aujourd'hui, on manque de vision. On ne sait pas trop où ça va, et moi, je le regrette. Et il est temps de cesser les petites querelles de personnes pour dire où on va, comment on y va, et est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas. Ça, ce que je dis là n'est pas seulement national, il est aussi européen. L'Europe qui ne considère que les données réglementaires, etc., mais qui n'a pas d'ambition. Il n'y a pas de vision à long terme, en fait. Pas de on vision satisfait à l'opinion long terme, à court terme sur les migrants. Qui est conservatrice, tout simplement, hein, n'aide pas à la compréhension des habitants. Moi, voilà comment je vois les choses. Il n'est jamais trop tard pour relever la tête de façon noble et digne, j'entends, hein, pas rouler des mécaniques. Mais c'est extrêmement urgent parce que il y a plusieurs conséquences. Il y a les conséquences économiques, les conséquences sociales, etc. Mais il y a aussi deux conséquences politiques fortes. Premièrement, une incompréhension et un désarroi des habitants, quels qu'ils soient, hein, quelle que soit leur famille par ailleurs. Et on le voit avec une augmentation de l'abstention, par exemple, lors des élections et tout. Et du vote Front National également. Pourquoi ? Et puis il y a le deuxième chemin, c'est que si dans notre pays, après ce qu'on a vécu, ce que moi j'ai vécu, là, vous faites référence à 2015. Temps d'occupation, etc. Voilà. J'ai vécu tout ça. Si on va, comme seule solution pour les habitants, vers le recours à l'extrême droite, alors on connaîtra des choses qu'on déguise aujourd'hui, hein, voilà, mais dont on sait que quand elles se mettent en route, on a vu ça en Italie, en Espagne, en Grèce, etc., que quand elles se mettent en œuvre, c'est vraiment l'inhumain qui fiche le camp petit à petit. Et moi, ça me paraît important qu'on se pose cette question. Sur la déchéance de nationalité, c'est un sujet aussi qui agite la société aujourd'hui. Êtes-vous favorable à son inscription dans la Constitution ? Faut-il l'étendre à tous les Français, uniquement aux binationaux ? Quel est votre point de vue à vous ? Est-ce que c'est déjà un sujet important ? De toute façon, ça ne se discute pas. C'est du temps perdu pour vous ? Pour deux raisons. J'ai écrit ma formulation dans l'édito de ce mois-ci du journal, du journal municipal. Je l'avais noté, si je ne dis pas de bêtises, il ne faut pas oublier la chance que nous avons de vivre en France. Déjà, vous avez dit ça. Oui, alors il n'y a pas de déchéance de nationalité possible pour quelqu'un qui a une seule nationalité, puisque ce n'est pas possible dans les fondamentaux, quoi. Pour quelqu'un qui a la double nationalité et moi, j'exprime de cette manière-là. J'ai écrit comme ça, amis,
tu veux être français, nous t'accueillons fraternellement. Mais si tu veux rester des nôtres, tu tues pas mes frères et tu tues pas mes sœurs. Ce qui veut dire que vous êtes favorable, vous donc moi, je trouve que si je suis d'un pays X, peu importe, puisque... et que je demande la nationalité française, je l'ai, puis un an après, je tire comme ça à bout portant sur des gens qui sont un spectacle. Je n'ai pas du tout envie d'être en fraternité nationale avec ce genre de personnes. Mais est-ce que vous pensez que le fait qu'on menace de retirer la nationalité française va pousser cette personne du coup à pas tirer sur le... À cette question, la réponse est non. Nous sommes dans c'est de l'ordre du symbole, c'est important pour vous? C'est venu dans le débat. Moi, je l'aurais pas mis dans le débat. C'était pas la priorité selon vous? C'est venu dans le débat. Dans le débat, moi, je dis, voilà, je suis accueilli dans une nation. Je n'ai pas à tuer les gens de cette nation dont je suis maintenant membre. Alors ça, c'est pour lutter contre le terrorisme après les attentats du mois de novembre. Oui, c'était l'idée, oui. Juste pour vous entendre sur une histoire plus locale, des jeunes trappistes ont récemment comparu devant la justice pour avoir voulu rejoindre la Syrie pour y faire le djihad aux côtés de l'État islamique. C'est un phénomène qui vous inquiète? Il est important dans votre ville? Alors, pour nous, c'est vraiment, je le dis, ça, vraiment, c'est une grande inquiétude, une grande souffrance, parce qu'il y en a que je connais. C'est un vrai problème, là, pour le coup. C'est pas les médias qui en ont... C'est pas parce que je les connais, mais il y en a en plus... Ce que je veux dire, c'est pas une histoire de médias, il y a un vrai problème, par exemple, la trappe, comme il peut y avoir dans d'autres communes. Ah oui, comme il y a dans d'autres communes, oui. On m'a dit l'autre jour qu'il y avait 300 jeunes de trappe qui étaient partis sur les 1000... Non, bon, arrêtons de dire des bêtises. Mais il y en a, et il y en a trop. Et donc, ce sont des jeunes gens et quelques jeunes filles, beaucoup plus rarement, mais qui sont, j'emploie ce mot comme ça, déboussolés, hein, parce qu'on leur raconte des choses, on les trompe, et les coupables, ce sont les recruteurs, ce sont tous ces gens qui veulent faire de ces jeunes gens la chair à canon pour les emmener en Libye, pour les emmener en Syrie. C'est eux qu'il faut chasser, qu'il faut détecter, etc. Nous, ce que nous avons fait ici, c'est une prise de conscience très forte et de la formation. Je disais tout à l'heure, j'ai une adjointe qui est partie en préfecture aujourd'hui pour toutes ces formations-là. Nous avons passé un contrat avec une association et nous faisons des séances de compréhension, de formation, non pas des séances de religion, hein, mais de compréhension et de formation sur les systèmes de dérive psychologique et psychique, comment ça se passe. Ouais, pour être clair, aujourd'hui, il y a des agents de l'équipe municipale qui sont formés pour ensuite aller voir les jeunes. Tout à fait. Et discuter avec eux, essayer de les comprendre. Tout à fait, qui étaient déjà en situation de relation avec les jeunes et avec les parents. Hein, et il y a un travail qui est fait à la maison des parents. Moi, j'ai reçu des papas et des mamans voilà, qui venaient dire notre garçon est parti, on le savait pas, voilà, avec la maman qui pleure et tout, donc il faut qu'on apprenne à aider. Et à ne pas pointer du doigt uniquement. Ah non, l'accuser les autres, c'est toujours facile, mais ça règle rien du tout. Non, nous sommes très attentifs, un travail avec les services compétents de l'État, ça va de soi, et en même temps une écoute, une aide aux parents et une formation des professionnels pour qu'ils ne soient pas dépaysés par rapport au phénomène, et y compris dans son repérage, si je peux employer ce terme. Dernière question, et on conclut cette hebdo politique. C'est le problème qui vous, aujourd'hui, ce problème des jeunes qui vont se radicaliser, qui se radicalisent, c'est votre souci numéro 1 en tant qu'élu aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si je peux les classer en numéro 1. En tout cas, c'est nouveau, violent. C'est nouveau, ça veut dire que c'est depuis 2015 ou quelques années seulement? Oui, il y a 3 ans, on n'en parlait pas, quoi, c'est ça que je veux dire, où c'était vraiment très, très, très exceptionnel. Là, le nombre de jeunes qui sont partis, ou le nombre de jeunes qui souhaitent qui en parlent, quoi, qui disent, ah oui, enfin bref, qui ont des réflexions sur ce sujet, est suffisamment important pour que, même un, ça suffirait, mais je veux dire que la quantité, peut-être une trentaine à mes yeux, hein, suffisamment important, suffisamment grave, y compris, ils vont servir de chair à canon là-bas, hein, et pour que une ville, en tout cas le maire et ses adjoints et les services travaillent à
à faire de la compréhension, de la prévention et de l'aide au plan humain. Vous estimez qu'en tant qu'élu local, en tant que maire, vous avez une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, ou alors ça vous dépasse et votre seul moyen de faire face à ça, je me sens pas responsable, honnêtement. Je vois pas en quoi. Je me sens responsable d'aider à la compréhension et de lutter contre la radicalisation, former le personnel pour que s'il y a un jeune qui dit quelque chose qui n'est pas fondé, puisse dire mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, on t'a menti. Enfin bref, oui, je suis responsable de la lutte contre, mais pas responsable de l'origine. Je ne suis pas un intégriste musulman, j'ai pas de religion d'ailleurs. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Guy Malandin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire socialiste de Trappes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. Merci. Merci beaucoup à vous et bonne soirée à tout le monde. L'hebdo politique sur Sensation.